Bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle. Thierry #Henry, épisode donc 207. Aujourd'hui donc on va parler d'investissement. Précisément donc on va commencer par l'immobilier. Ensuite on va partir donc sur d'autres actifs plus liquides on va dire. Et ensuite aller vers le futur entre parenthèses. Donc avec mon invité qui est ancien donc conseiller dans la banque privée et donc qui va donc te donner plein de conseils. Je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Connais-tu Ledger, ton portefeuille de crypto-monnaies physiques? Sais-tu combien de personnes ont perdu leur Bitcoin? Beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Mais grâce à Ledger, tu seras garanti d'un niveau de sécurité optimal. Tes adresses sont sécurisées hors ligne, il n'y a aucun risque de piratage. Avec Ledger, tu peux profiter d'une réelle propriété et contrôle de tes cryptos. Posséder une crypto n'a jamais été aussi simple et sûr, et en plus, c'est une société française. Donc pour tester, va sur le lien suivant, thierry-henry.fr/ledger, L-E-D-G-E-R, donc thierry-henry.fr/ledger. De retour, donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai Jérémy Pajot, donc du site Vive, donc Vive de tes investissements. Il a écrit un livre donc dernièrement, donc qui est l'investisseur moderne, qui va donc nous donner tous les détails de ce livre. Tu verras, il a en fait des pensées, des façons de faire un peu différentes des autres que j'ai eu sur mon podcast, donc c'est vraiment intéressant. Et donc bien sûr il a son parcours donc de banquier donc d'affaires, donc banquier dans les banques privées, avec donc plein d'informations sur comment placer ton argent et pourquoi le faire, de quelle façon. Donc je te dis à tout de suite avec Jérémy. C'est comment tu vas? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Il fait un peu chaud, on va pas se plaindre, on est en hiver quand même, donc et puis on a eu des petites galères de montage, mais comme quoi il faut jamais lâcher. Ouais, on n'a rien lâché. Là, on a du bon son. Parfait. Bon, eh ben, je t'ai invité parce que donc tu viens de sortir un livre il y a quelques semaines, si je me trompe pas. Que j'ai eu le temps. Ouais, c'était au mois de juin plutôt. Ça Donc fait, quelques mois. quelques mois. Voilà. Donc moi j'ai eu le temps donc de lire une partie. Donc on va parler donc du titre qui est assez tapeur, on va dire, l'investisseur moderne. Donc tu veux me dire c'est quoi, pourquoi, parler de ton parcours aussi. Comme ça on va mieux comprendre le lien entre ton parcours et ce que tu fais actuellement maintenant. Et on va parler donc d'investissement immobilier, d'investissement donc en bourse et autres. Je te laisse te présenter d'abord. Donc moi je m'appelle Jérémy Pajot. Je vis aujourd'hui totalement de mes investissements. Donc j'ai travaillé en banque privée, principalement au Luxembourg. Donc j'ai travaillé à la Banque Edmond Rothschild, j'ai également travaillé à la Banque internationale à Luxembourg. Et donc voilà, maintenant ça va faire 3 ans que j'ai quitté le salariat. Et voilà, j'ai expliqué justement dans ce livre comment j'ai fait pour ne plus dépendre d'un salaire. Donc voilà. D'accord. Donc tout de suite je vais attaquer ça parce que il y a plusieurs chapitres, plusieurs ponts. Donc moi au début j'ai lu plutôt le début et j'ai fait des petits sauts. Donc tu es quand même très immobilier. Et on en a parlé en off, donc toi, tu es très analyste financier, donc tu aimes bien investir dans ce que tu comprends. Et donc, tous les chapitres que tu indiques, est-ce que tu as tous testé ou c'est des choses qui sont comme ça, mais tu n'as pas tout fait? Moi, je parle pas de ce que je ne fais pas, en fait. D'accord. Justement, c'est pour ça que souvent, sur mes réseaux, j'aime bien montrer également mes actes d'achat IMO. J'aime bien montrer quand j'achète des actions en bourse, donner des preuves. C'est bien. Voilà. Parce Ok. que pour être sincère avec toi, je me suis vraiment lancé sur les réseaux sociaux parce que je voyais à l'époque, maintenant ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux, des personnes qui parlaient d'IMO, qui parlaient même de bourse, et je me posais la question, mais je comprends pas, ils parlent d'IMO, mais je voyais jamais en fait leur projet IMO, je voyais jamais vraiment concrètement comment ça se passait. Et voilà, donc j'ai vu qu'après ils vendaient des ventes de formation, des choses comme ça, et c'est ça qui me dit, mais en fait finalement ils sont devenus riches via la formation ou via l'immobilier. Et c'est pour ça que moi dès le départ, Souvent, c'est les deux. Des fois, ils l'ont fait, des fois, parce que j'en ai eu dans l'émission, donc je vais pas leur taper dessus. Donc, ouais. il y en a qui font les deux. Donc, ok. Donc, l'investisseur moderne, sorti il y a quelques mois. Donc, au début, donc, tu pars plutôt donc sur de crédits d'investissement, sur ce que tu connais. Donc, parlons un peu donc de comment on peut s'enrichir grâce au crédit bancaire. En fait, c'est pas que j'ai choisi l'immobilier parce que je préfère l'immobilier. Sincèrement, moi, je préfère largement les produits financiers que l'immobilier à la base. Mais c'est que quand tu pars de zéro, que t'as pas d'épargne, t'as pas trop le choix. Malheureusement, moi, je travaille en banque privée. Je voyais les portefeuilles des grosses fortunes et j'en ai jamais vu un seul
devenir riche ou rentier via la bourse. En fait, quand t'as pas de capital, malheureusement, t'es obligé de passer par le crédit. L'effet de levier, on appelle cela. Et j'avais pas trop le choix. J'avais très peu d'épargne. J'ai commencé, j'avais 3000 euros d'épargne exactement. Donc, obligatoirement, avec 3000 euros d'épargne, je suis obligé de commencer par l'effet de levier. Parce qu'en bourse, même si je mets 3000 euros là aujourd'hui sur les marchés, imaginons, je suis sur une bonne année, on fait du 10%, bah, sur l'année, je gagne 300 euros. Avec 300 euros, je serais pas rentier, en fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'ai Sinon, il commencé faut par avoir de la l'immobilier. chance d'avoir un très très bon analyste, tomber 3000 euros sur un gros stock qui fait pas du 10 mais qui fait, tu sais, qui Oui, mais peut bon, faire plus. Mais ça, c'est un il faut peu, être extrêmement fort. Et ça, c'est un peu un coup de chance. c'est beaucoup de la chance, hein. Moi, je connais plein d'analystes, mais c'est très risqué parce que même demain, tu peux analyser une société, même qui est en stade, voilà, vraiment small cap, Mhm. tu ne sais jamais si elle va exploser. C'est extrêmement compliqué. Et en plus, dans tous les Euh, cas, même pour aller dans ton sens, parce que j'ai compris l'intérêt, mais j'étais posé la question, parce que c'est mon travail, hein, d'être un peu naïf. mm. Même avec 3000 euros, même tu empruntes, dans tous les cas, t'es pas riche. T'as levé de l'argent, mais même l'argent, techniquement, et le bien appartient encore à la banque. Mais bon, t'as déjà fait un bond parce que t'as un creux d'équity, on va dire, entre ce que tu vaux le bien et peut-être dans 1 an ou 2 ans, ce qu'il va y avoir entre les deux. Mais techniquement, t'es pas riche. Mais après, c'est vrai que ça va plus vite parce que t'as l'effet de levier, ce qui est logique. Ben voilà, ça veut dire que moi, je calcule pas en termes pas riche ou riche. Moi, je calcule toujours en ROI. Je mets Mm. 3000 euros, imagine, je sais pas, je dis au hasard, je lève 100 000. Ça m'apporte du 10%, donc 10 000 par an, donc je gagne à peu près 800 par mois. Bah, j'ai fait pratiquement 2 fois et demi même plus, j'ai fait 3, 6, 9, j'ai fait 3 fois et demi, 3 fois, on va dire, de ROI, donc 300%. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mis Tout 3 à 000, fait. j'ai 10 000 sur l'année. Donc, je vais 3 fois plus vite, même plus que 3 fois plus vite que investir sur les marchés financiers. Donc là, c'est assez facile. Et moi, je travaille en banque privée, donc conseiller les grosses fortunes, j'en connaissais aucun qui m'a dit, écoute, je suis devenu riche grâce à la bourse. Ça n'existe pas. Il y en a aucun. Bah Pourtant, j'en ai souvent, en vu fin de compte, passer. quand tu as des banques privées, c'est des gens déjà qui sont peut-être déjà aussi eux-mêmes entrepreneurs. Donc souvent, ils ont les actions dans leur boîte à eux. Donc c'est eux-mêmes font effectivement peut-être leur propre argent tant qu'à faire. Ouais, mais après, quand je regardais des gens qui sont vraiment fortunés, beaucoup utilisaient l'effet de levier, que ça soit, comme tu dis, dans l'entrepreneuriat ou également dans l'immobilier. Mais des rentiers partis de zéro, mais vraiment de zéro, sans effet de levier, j'en connais zéro. Après, tu peux lever de l'argent sur n'importe quel type d'actif, hein. Voilà, tu peux Ah, sur parce que dans ton livre, en plus, l'entrepreneuriat. tu parles même de un exemple qui est assez. J'avais jamais entendu ça avant. De Zuckerberg, qui lui est qui est milliardaire, qui fait quand même un crédit immobilier. Donc la preuve que même il pourrait payer cash, il le fait pas. Il emprunte. Donc comme quoi. De toute façon, dis-toi, toutes les grosses fortunes ont de l'effet de levier, même s'ils ont cash en banque. Aujourd'hui, même là, les taux ont augmenté, on est, on va dire, à 3% pour arrondir. Comment dire, les grosses fortunes empruntent, parce qu'on est toujours inférieur à l'inflation. Donc, à partir du moment où les taux sont inférieurs à l'inflation, généralement, ils préfèrent garder ce cash-là, le placer, aller à 3,5, 4 et emprunter à 3. Ils gagnent 1% on va dire, de marge d'intérêt. Donc, généralement, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'empruntes pas. Bah, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Zuckerberg, mais j'ai plein d'autres exemples à donner, de grosses fortunes qui aujourd'hui font du crédit. Bah, surtout Voilà, actuellement, le crédit est pas cher. Même il y a quelques temps, il était quasiment gratuit. Enfin, c'était même, il y avait voilà, même un temps de c'est ça, zéro. Et puis, comme on dit, exactement. c'est les Américains, voilà, cash is king. Donc, t'as l'argent. Même si, bon, cash is king, oui et non, parce que si tu le laisses à rien faire, et actuellement avec les taux d'inflation, tu te fais avoir. Donc, il faut quand même le Bah placer pour, aujourd'hui, cash aux États-Unis, ça a changé. Là, je pense qu'aujourd'hui, le cash est beaucoup plus king parce que les taux sont extrêmement élevés aux États-Unis. Là, on emprunte à 7, 7,5 aux États-Unis. Les obligations d'État, donc des obligations même investment grade, ils rapportent aujourd'hui aux États-Unis 5. Donc là, mieux vaut placer qu'emprunter. Mais pendant des décennies, ça a été le contraire. Du hmm. moins sur ces 10 dernières années, depuis 2008, la crise 2008, ça a été le contraire. Ce qui fait que personne aujourd'hui qui a de l'argent à l'époque, surtout en Europe, là c'est vraiment le cas, personne entre guillemets est averse au crédit. Les grosses fortunes empruntent fortement, Tout à fait. malgré qu'ils aient énormément de cash. Mais ça, c'est difficilement compréhensible par monsieur, madame, tout le monde en se disant, mais attends, il a Non, la beaucoup plupart des gens, d'argent. ils le comprennent, c'est souvent ils le placent pour leur résidence principale. Et à part Dave Ramsey aux États-Unis, qui est un peu à quart, qui a sa secte de personnes qui veulent tout payer en cash. Mais bon, il Hum, faut travailler beaucoup, faire du capital, donc c'est compliqué, ça prend du temps. hum, hum. Euh, donc toi, tu dis que donc tes clients, c'est plutôt donc en banque privée, donc les gens qui ont de l'argent. Quelles sont les stratégies qui font que pour qu'ils fassent du haut rendement, pour multiplier les investissements, et quel type d'outils pour éviter de payer aussi la taxe, parce que nous, on est en France.
toi, t'es au Luxembourg, mais nous, on est en France, pour ceux qui sont, Moi, qui, je qui suis sont français. résident français, hein. Je suis résident français, donc Ah, je crois que t'étais encore luxembourgeois, non, c'est pour non, non, ça. non. J'habite pas loin du Ah, bah, c'est Luxembourg, encore mais mieux, alors. Tu vas nous dire, ouais, mais ouais, je suis c'est quoi les résident stratégies français. donc, de haut rendement pour investir et pour aussi, donc, éviter, donc, de payer trop d'impôts? Aujourd'hui, je vais parler plutôt de mon parcours, parce que les grosses fortunes, généralement, ils sont dans une étape où, allez, c'est 0,001% de la population qui sont dans ce cas-là, donc on va parler pour la majorité. Et quand Mhm. tu pars de zéro, aujourd'hui, tu es obligé de faire de l'effet de levier. Et l'effet de levier le plus facile pour un particulier, c'est l'immobilier. Les banques prêtent assez facilement, bon, ça va dépendre des moments, mais après, assez facilement pour investir dans l'immobilier. Donc moi, l'objectif, c'était quoi? C'était de lever le maximum d'argent pour, pour investir dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai repris mes études à la base. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'était d'avoir le meilleur salaire, même si j'ai commencé qu'à 2200 net, mais bon, à l'époque, c'était déjà pas mal, pour justement lever le maximum d'argent, parce que plus tu lèves de l'argent sur des projets à haut rendement, plus tu t'enrichis plus vite que les autres, en fait. Moi, Donc, j'avais une technique, quelqu'un qui disait, c'était Adolphe de Roos, c'est un entrepreneur international. Ça, on en parlera pas parce que là, tu le fais. Et lui disait, en fin de compte, t'empruntes pas, en fin de compte, t'achètes de l'argent. Tu c'est viens ça, d'emprunter, en fin de compte, t'achètes de l'argent, simplement. exactement. En fait, c'est ça, tu achètes de l'argent et plus ton salaire est élevé, et plus on va te donner d'argent. C'est sûr que quelqu'un qui est au SMIC ira 2 fois plus vite que si tu gagnes 2, 3, 4 000 euros par mois. C'est pour Mhm. ça que moi, je dis toujours aux jeunes générations qui me contactent sur Insta, ils me disent oui, j'aimerais bien aller dans l'entrepreneuriat plutôt que finir mes études. Je leur dis, c'est finis tes études, comme ça, tu as plus de chances d'avoir un plus gros salaire. Et après, rien ne t'empêche de faire de l'effet de levier sur ton entrepreneuriat ou sur de l'immobilier, par exemple. Mais au moins, tu as une base solide en ayant, même si c'est pas toujours une vérité, hein, c'est parce que tu as des diplômes que tu vas gagner plus. Mais statistiquement, tu auras plus de chances que sur tes premiers jobs, tu pourras emprunter plus que les autres. Donc, vraiment, le conseil à donner En déjà, plus, en France, selon les professions, des fois, on te prête plus facilement qu'une autre. Parce qu'on sait que exactement, tu es dans les bonnes c'est vrai, catégories. c'est Donc, vrai. tu dis lever un maximum d'argent, mais pour faire quoi? Parce que tu peux lever un maximum d'argent pour acheter une grosse résidence principale. C'est du patrimoine, mais c'est pas, tu vois, non. Qu'est-ce Moi, qui, personnellement, j'ai fait les deux. Je sais Mhm. qu'il y en a beaucoup qui disent oui, la résidence principale, c'est pas un actif, etc. Il faut pas le faire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, surtout avec les taux d'inflation. Moi, j'ai fait les deux, donc j'ai investi directement dans un petit immeuble de rapport. Mhm. Voilà, parce que moi, je voulais du rendement. Et en 2000, j'ai investi en 2012 mon premier immeuble. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui, des vidéos YouTube, etc. Je suis dans l'immeuble de rapport parce que j'ai compris rapidement que c'était le moins cher au mètre carré et le plus rentable sur l'achat d'immeubles de rapport, parce que tu achètes en gros un immeuble, donc généralement tu as beaucoup plus de marge de négociation et puis t'es pas en concurrence avec les primo-accédants, par exemple, sur un immeuble de rapport. Donc voilà, ça me donnait plus de rendement. Et en même temps, j'ai acheté ma RP, mais ma RP, je l'ai pas acheté bêtement, hein. J'ai acheté une RP justement pour lui donner de la valeur, donc avec rénovation. Il faut savoir que ta RP, t'as pas d'impôt sur la plus-value. La Et résidence ça, c'est une principale, hein, pour grosse, ceux qui savent oui, pas. sur la résidence principale. Et comme t'as pas d'impôt sur la plus-value sur ta RP, sur ta résidence principale, c'est une grosse niche fiscale. Il faut vraiment en profiter, surtout avec des taux qui sont extrêmement bas. Et à l'époque, bon, moi, quand j'ai acheté ma première résidence principale, les taux étaient à 3,5, presque 4. Là, aujourd'hui, on est à 2,5, 3. C'est extrêmement intéressant d'acheter sa résidence principale, parce que généralement, tes mensualités vont pas être au-dessus d'un loyer. Et en plus de ça, tu peux lui donner de la valeur si tu achètes intelligemment. Et quand tu la revends, t'as pas d'impôt sur la plus-value. Et ça, faut en profiter. Donc Bah, moi, moi, j'ai fait les deux, en je fait. mettrai un lien vers un article que j'ai fait il y a 2-3 ans sur ça. Ouais. Moi, j'étais agent immobilier, que j'ai connu des gens qui étaient plutôt malins, qui revendaient tous les 2-3 ans, avec Hein. comme tu dis, avec travaux, et qui ensuite sont arrivés au million en patrimoine, parce que bon, ils l'ont gardé dans leur résidence principale, mais comme tu dis, il y a pas d'imposition, ils revendaient tous les 3 ans, ils prenaient à chaque fois une plus-value assez importante, ils achetaient, ils achetaient, ils revendaient, et en couple, ils ont grandi comme ça, avec une maison à plus d'1 million après. Ils ont commencé tout doucement avec une maison à 150 000, je crois, tu vois. Donc, en quoi Voilà. c'est possible? Bon, c'est Ouais. un truc vraiment à part, parce que, il faut aimer déménager beaucoup. Et c'est bizarre, donc, de prendre la plus-value de la réinvestir, mais bon, ils l'ont fait, donc c'était plutôt pas mal. Donc, tu m'as dit RP, immeuble de rapport. Est-ce que tu as fait d'autres types d'investissements, en Après, immobilier? oui, j'ai beaucoup investi là. Je fais beaucoup de divisions immobilières. D'ailleurs, je suis en train de diviser aujourd'hui ma résidence principale pour la vendre en D'accord. plusieurs lots. J'ai Mhm. fait beaucoup de résidences. En fait, c'est comme ça que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. C'est que j'avais partagé totalement une division d'un gros immeuble avec une boulangerie au rez-de-chaussée que j'ai transformé en 2 appartements. Après, voilà, moi, j'aime bien les immeubles de rapport. Encore mieux s'il y a de la division possible, parce que ça augmente tes rendements. Donc, transformer, soit des plateaux en plusieurs appartements ou soit des grands appartements en 2 appartements, ça dépend des possibilités.
Bon, après, il faut respecter le plan local d'urbanisme, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais la division immobilière, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus rentable. Après, je me suis vraiment concentré sur du haut rendement, mais pas sur du haut rendement campagne, c'est vraiment du haut rendement premium. Généralement, j'essaie d'aller sur des secteurs qui sont vraiment proches de centres économiques quand même. Je vais pas dans les petites campagnes, dans les petites villes. Voilà. D'accord. Et donc souvent quand on investit dans l'immobilier, dans ces cas-là, on est à un moment ou à un autre, j'ai eu plusieurs personnes ici qui ont eu ces cas-là, qui sont bloquées par à un moment on bloque parce que on a atteint donc son niveau donc d'endettement, enfin d'emprunt. Est-ce que toi tu as eu ce problème-là ou comment t'es passé outre? Est-ce que t'as fait t'as augmenté ton activité à côté de travail pour pouvoir emprunter plus? Comment t'as fait? Alors moi, en fait, j'ai investi à l'étranger. Comment? Parce que j'essaie de faire de l'effet de levier également à l'étranger. Mhm. Ou sinon, moi, j'épargne aussi également, j'épargne pas mal pour également faire du nantissement. Voilà, par exemple, je sais pas, j'ai un portefeuille de 50, 70 000 euros ou 100 000 euros sur de l'action obligation, on va dire, hein, quelque chose de mixé. Et derrière, j'essaye de lever de l'argent comme ça. Donc, les banques peuvent prêter 70-80% de ton portefeuille. Euh, et je me suis fait également financer, donc là j'en ai parlé dernièrement à Dubaï, où j'ai acheté un appartement où la banque me finance 50%, sans impacter mon taux d'endettement français. Donc il y a des stratégies, après c'est des stratégies un peu plus internationales, mais moi je rentre pas dans les trucs type, voilà, tu investis en SCI, tu peux emprunter en illimité, etc. Bon, il y a beaucoup de vendeurs de rêves là-dedans. Arrive un moment, les banques, de toute façon, regardent toujours ton taux d'endettement. Tu sois en SCI ou quoi que ce soit, il y a souvent le taux d'endettement qui joue en jeu. C'est normal, hein, la banque elle prend pas de risque. Elle veut vraiment que tu sois un taux d'endettement cohérent, parce que derrière, après, son niveau de risque augmente fortement. Donc vraiment, ma stratégie, c'est commencer en France sur des projets à haut rendement et ensuite diversifier à l'étranger. Et il y a moyen de faire de l'effet de levier également à l'étranger. J'ai deux questions parce que l'étranger, je t'ai dit en off, ça m'intéresse, ce que tu viens de Hum, dire. Moi, le nantissement, je l'ai connu parce que je l'ai fait en tant que pro. Quand j'ai acheté hum, j'ai eu ma première agence immobilière, on m'a demandé un nantissement. hum. Parce qu'en fin de compte, les banquiers, ils font toujours leur pub à télé dire qu'ils t'empruntent, mais ils te prêtent jamais comme ça, hein. Il faut que Ouais, bien sûr. tu nantisses. J'étais propriétaire à l'époque, donc ça m'a aidé. En plus, Hum, c'était le même banquier qui m'avait prêté pour le crédit immobilier qui m'a ensuite prêté. Et en plus, je hum, suis venu avec 20 000 euros. 20 000 euros, en fait, c'était même pas les miens. On m'avait prêté 20 000 euros que j'ai redonné à la personne. Mais bon, tu vois, lui, hum, il a vu le truc arriver, il s'est dit, bon, lui, il est riche. hum, Donc, ils m'ont fait le nantissement. Mais donc, ça, je sais que dans l'immobilier, on peut le faire. Même dernièrement, moi, j'ai voulu le faire. Je crois que je t'en ai parlé en off. J'ai fait un Airbnb, mais ça a bloqué parce qu'il y avait un problème de taux d'usure. Et pourtant, j'ai apporté 20 ou 30%. Et le banquier, soit il était pas prêt à tout ça parce que j'ai une assurance vie, je vous mets ça en collatéral, mais bon, il n'a pas capté. Tu peux peut-être déjà expliquer pour ceux qui connaissent pas le nantissement comment on fait et comment toi tu le fais? Alors le nantissement, en fait, c'est que tu as un portefeuille, donc que ça soit action, obligation, et la banque, en fait, elle va te prêter un montant de ton portefeuille et elle va le nantir. Ça veut dire que ton portefeuille, tu peux rien y faire à part toucher tes dividendes ou toucher tes coupons. Il faut savoir que depuis là, ça fait plusieurs mois, moi j'investis beaucoup sur le marché obligataire parce que les taux remontent, bon, surtout aux États-Unis. Et plus tu as d'actifs, on va dire moins Sûr. risqués, les Ouais. obligations sont moins risquées que les actions, pardon, plus la banque va te prêter d'argent. Donc, imaginons, je sais pas, moi, tu as 100 000 euros investis sur les marchés, on va dire, aller avec un peu d'obligations et d'actions, bah, il y a moyen que de banques te disent, OK, je vais te prêter 70% de ce montant-là. Pourquoi? Parce que la banque, elle, en cas d'impayé, elle a moins de risques parce que c'est plus facile de liquider un portefeuille pour récupérer l'argent que de revendre, par exemple, de faire une hypothèque sur un bien déjà payé, par exemple, pour le revendre. C'est beaucoup moins liquide. En fin de Donc, compte, ce que tu apportes, c'est une garantie financière plus liquide, on va exactement, dire. c'est ça. Et toi, c'est pas gênant parce que même moi, j'y ai pensé, maman, je l'ai fait pris une assurance vie il y a 8 mois, assez Mhm. importante. Et moi, ce qui me gênait, c'est que c'est très bien que je le fais, mais je préférais le placer moi-même parce que je le passerais entre parenthèses mieux qu'eux, parce que les taux qu'ils me proposent en obligataire ou assurance vie, c'est pas extraordinaire et c'est souvent géré par eux-mêmes. Est-ce que c'est toi qui le gères ou toi tu leur donnes et toi tu le Non, fais non, non, juste pour moi te je dire que gère. tu vas faire du collatéral? Voilà, moi je peux le gérer moi-même. Après, tu peux D'accord. transférer. Il y a des banques. Bon, après, en France, le problème des banques, c'est que elles sont extrêmement, la mentalité française des banques n'est pas investisseuse. C'est beaucoup des banques d'épargne en France.
Après, par exemple, en Suisse ou au Luxembourg, tu peux avoir un portefeuille chez ton broker, leur dire voilà, j'ai ça, tu le transfères chez eux. Et de toute façon, ton portefeuille, tu touches pas. Donc, tes ordres sont déjà passés, tout est déjà OK. Et ensuite, elle va le mentir, tout simplement. Tu peux faire le transfert de portefeuille. En France, c'est beaucoup plus complexe parce que, comme tu le dis, voilà, les banques, comme tu l'as dit, ton banquier, il était même pas au courant. Ton banquier, il va se dire, mais c'est quoi ce mec? Est-ce qu'il me parle de nantissement? Donc là, ce sera plutôt des banques soit étrangères. Quand je dis étrangères, c'est luxembourgeoises, par exemple, qui le font. Bon, après, il y a des minimums de montants, mais c'est pas non plus comme en Suisse. Tu peux ouvrir un compte à 50, on va dire à 100 000 euros, tu es sûr de pouvoir ouvrir un compte. Et derrière, tu as beaucoup plus de possibilités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Luxembourg, les gens qui ont de l'argent préfèrent mettre leur argent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de possibilités d'investissement. Tu vois? Et rien ne t'empêche de transférer un compte de chez un broker. Moi, j'avais un compte chez Interactive Broker, donc c'est un broker en bourse. Et j'avais acheté des produits chez eux. Et j'ai transféré directement une partie du portefeuille directement sur une banque, en fait. Ok. Tu vois? Donc, pour revenir sur la deuxième question que je t'avais... Mais bon, ça, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, c'est un transfert de titres. Non, c'est pas très compliqué, que même moi, je l'ai fait dernièrement, mais c'était plus sur un compte de trading. Mais bon, ça revient à la même chose, hein. Ça reste ton argent, c'est pas bloqué chez eux. Donc, tu fais ce que tu veux avec. Tant que c'est pas, tant qu'il n'y a pas un contrat qui dit que tu dois le laisser, on va dire. Pour tout ce qui est investissement étranger, tu peux nous en parler un peu plus? Comment tu fais? Pourquoi? Quelles raisons? Comment? D'abord, tu l'as, parce que moi, je l'ai fait dans l'autre sens quand j'étais agent. Je me rappelle, une personne est venue du Congo. En plus, c'était un pays listé à l'époque, qui était Tracfin. Je crois que tu avais Côte d'Ivoire, Congo et certains pays, tu n'avais pas le droit d'emprunter. En plus, ils n'avaient pas de salaire en France, donc ils ont dû payer cash. Et quand tu payes cash, en plus, ils ont dû prouver par plusieurs opérations d'où venait le cash. Enfin, on a mis une vente en 5 mois au lieu de faire 3 mois. Est-ce que c'est pas pareil dans l'autre sens quand nous, on va acheter à l'étranger? Non, généralement, quand tu es français ou ton argent sort d'Europe, il y a déjà tous ces contrôles de KYC, on appelle ça. Donc, il n'y a pas vraiment de problème pour investir à l'étranger. Si tu viens d'une banque européenne qui est extrêmement réglementée, il faut savoir qu'en France, on est extrêmement réglementé. Voilà, ton argent, il est tracé de A à Z. Donc, tu n'as vraiment aucun souci. Après, pourquoi l'étranger? Déjà pour le rendement. Donc, moi, j'ai investi à Bali. J'ai acheté une villa. Donc là, je suis en train de faire une deuxième. Justement, j'ai investi mes bénéfices là-bas. Ça me permet en fait de faire en fait tout simplement du capital à l'étranger en réinvestissant mes bénéfices à l'étranger. Donc en fait me créer un patrimoine à l'étranger et en même temps faire de l'effet de levier comme je l'ai dit avec Dubaï. Bon, Bali c'est beaucoup plus compliqué en Indonésie de faire du crédit. En fait c'est que déjà les taux sont extrêmement élevés contrairement à l'Europe et c'est beaucoup plus compliqué pour un étranger. Mais par contre, après, en termes de réinvestissement, c'est beaucoup plus facile. Tu peux réinvestir assez facilement vu que l'IS là-bas est très très peu élevé. Donc, en fait, tu fais de l'effet de levier indirectement avec tes bénéfices. Et pour Dubaï, tu peux emprunter en tant qu'expat, pas expat, en tant que non-résident, pardon, tu peux emprunter 50% du montant dès que tu as la remise des clés. Ce qui veut dire que voilà, si tu vas sur un bien, un studio, moi je l'ai acheté 100 000 euros. Dès que j'aurai mis des clés, donc là c'est 3 ans de construction et donc moi j'ai payé 50 000 euros de ma poche et au final je vais mettre un locataire dedans et le locataire va me payer le reste. Finalement, donc c'est un produit de promotion classique parce que souvent, enfin moi qui suis passé par CGP, voilà, dès qu'on me propose du neuf en général, enfin en France, après l'étranger je connais pas, je suis pas pour quoi, parce que je suis pas trop pour tout ce qui est promotion. Je préfère en général l'ancien, mais donc là, tu dis t'es étranger, on peut y aller, il n'y a pas de problème. À Dubaï, en fait, l'ancien, à l'instant T, il est plus cher que le neuf. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, en fait, à Dubaï, le marché il y a tellement de demandes actuellement que le marché de l'ancien est beaucoup plus cher. Ce qui est tout à fait normal. En France, c'est le contraire, c'est abusé d'ailleurs. Tu mobilises du capital. Imaginons, je sais pas, tu mets 50 000 euros ou tu bloques 100 000 euros pour construire un bien avec des échelonnements. C'est des intérêts que tu ne touches pas. On appelle ça un coût d'opportunité. Donc, généralement, les promoteurs, s'ils sont, entre guillemets, plus chers, moins cher que l'ancien, tout le monde va dans l'ancien. Sachant qu'à Dubaï, il y a pas mal d'anciens qui est presque neuf, on va dire. C'est pas un pays comme en France où il y a des biens un siècle, tu vois. Donc aujourd'hui, à l'instant T, c'est beaucoup plus rentable d'aller dans le neuf que dans l'ancien.
Donc là, on a parlé beaucoup d'immobilier, mais toi, en fin de compte, comme tu expliques dans le livre, tu fais beaucoup donc de cash flow, et ensuite tu reviens un peu avec donc ton début de rendement immobilier et autres, et tu commençais ensuite à réinvestir ailleurs. Donc qu'est-ce que tu fais du cash flow, où tu le mets, sur quel type de marché financier, quel type d'actifs? Alors moi, en fait, j'ai deux stratégies. Il faut savoir que j'ai travaillé également sur des marchés et je le voyais avec les traders, etc., dans les grosses banques privées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trader ne gagne pas d'argent sur les marchés efficients. En fait, quand je dis marché efficient, c'est les gros indices boursiers, CAC 40, les grosses sociétés du S&P 500, bref. C'est extrêmement compliqué sur le long terme de gagner de l'argent. C'est prouvé même statistiquement, et moi je le voyais en réel, hein. La plupart des traders qui travaillent avec nous, ils gagnaient de l'argent dans de l'arbitrage, bref, mais pas on va dire, dans achat-revente, j'achète moins cher, je revends plus cher. Sur le long terme, c'était extrêmement compliqué, sauf sur les marchés non efficients. Donc là, les marchés non efficients, c'est des marchés où il n'y a pas, on va dire, tous les gros fonds d'investissement qui vont dessus, il n'y a pas tous les analystes financiers qui travaillent dessus. Donc là, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les fonds d'investissement et les analystes financiers, entre guillemets, travaillent très peu sur ce type de valeur. Est-ce que tu Et parles là, de ce qu'ils appellent attends, ça s'appelle ça OTC? Ça, non, c'est non, c'est tout ce qui est small small, cap? voilà, exactement, tout ce qui est Non, parce small que cap, middle c'est le mot cap. anglais, c'est pour ça, c'est le mot anglais OTC, mais c'est Ah oui, d'accord, ok. les valeurs en dessous d'un euro, en fin de compte. C'est les valeurs un peu biotech. Ah non, non, tu parles, non, non, pas les valeurs en dessous d'un euro, ça n'a rien à voir avec les valeurs, c'est justement les petites et Toi, tu parles moyennes capitalisations. des petites Exactement, capitalisations. Voilà, excuse-moi. exactement. Ces Voilà. marchés sont beaucoup moins efficients, j'en parle beaucoup dans mon livre, ça a été prouvé, il y a eu des prix Nobel là-dessus, et puis moi je le voyais vraiment dans le travail en fait, qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui en travaillant sur les petites et moyennes entreprises, que ces marchés qui sont moins efficients. Donc ça veut dire que à l'instant T, le prix de marché est moins, comment t'expliquer, est moins réel en fait. Ça veut dire que tu as toujours des arbitrages à faire. Il y a toujours du retard également dans l'évaluation des petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les gros investisseurs, les gros fonds et également les analystes financiers analysent rarement ou voire très peu les petites et moyennes entreprises. C'est pour ça que voilà, je préfère faire du stock picking sur les petites et moyennes entreprises. Donc ça veut dire j'analyse moi-même et quand je vois une sous-valorisation, j'y investis. Par contre, pour les marchés efficients, tout ce qui est gros indices, là, je prends des ETF parce que ça sert à rien, tu peux pas battre le marché. Tout à fait. Juste une question qu'il faut préciser. Précise-moi la définition précise, si tu peux, du small cap. Et je crois que ça est par rapport à la valorisation, parce que souvent, ben, il y a un cap précisément. Et tu t'as parlé donc de stock picking. Tu parles de plus de stock picking ou de swing trading? Est-ce qu'il y a t'as comment dirais-je, un ordre de temps? C'est 6 mois, 1 an, 3 ans, ou c'est vraiment du long terme? Alors quand je dis du stock picking, ça veut dire ça n'a rien à voir avec du trading en termes de day trading, swing trading ou ce que tu veux, ça n'a rien à voir. En fait, du stock Mhm. picking, ça veut dire que je vais choisir des actions en fait une par une. C'est du stock picking. En fait, je Ah, d'accord. pioche Donc, dans les actions. t'es pas dans un pool comme l'ETF. Voilà. Ok, je vois. En fait, le stock picking, ça veut dire que je vais choisir des actions une à une dans les marchés non efficients, sur les Mhm. small et middle cap, voilà, parce que les marchés sont moins efficients, donc c'est beaucoup plus facile de trouver des bonnes opérations. Par contre, c'est beaucoup plus dur sur des marchés efficients. Voilà, j'en parle, j'ai un chapitre entier dans mon livre, j'explique vraiment de A à Je Z mettrai le lien pour comment, ceux qui veulent voilà, le lire. Ça va voilà. être plus Et simple. donc, j'explique vraiment bah, pourquoi j'investis sur les marchés efficients en ETF, parce que ça sert à rien, je peux pas battre les marchés, donc je vais pas perdre mon temps à analyser des sociétés qui au final, bah, si je prends l'indice ou si je prends par exemple l'indice sectoriel, j'aurai la même performance. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, la plupart des gérants des gros fonds d'investissement qui ont dans leur prospectus un benchmark de battre, par exemple, je sais pas moi, le S&P 500, c'est très très rare qu'ils y arrivent. D'ailleurs, sur le long terme, il y en a zéro qui arrive. Ouais, Donc c'est j'en ai pour déjà ça parlé. que J'ai même fait une vidéo sur les deux livres qu'a fait, comment il s'appelle, Tony Robbins dessus, où il interviewe plusieurs grands présidents donc, de fonds d'investissement. Enfin, il dit voilà, quoi, dans tous les cas, ce que tu paies, c'est plutôt les frais de ces courtiers, on va dire. Et en fin de compte, voilà, il gagne, il bat jamais le marché à part un ou deux qui sont extraordinaires, et tout le reste, bon, quasiment, ils perdent de l'argent, quoi. mais voilà, mais ça c'est sur Soit ils les prennent de l'argent, marchés ils prennent des efficients. frais. Par contre, il faut bien faire la distinguo sur les marchés efficients et non efficients. Ça, c'est sur les Mm. grosses capitalisations où il y a beaucoup d'analyse financière et l'info arrive à tout le monde en même temps et en temps réel.
Après, il faut mettre aussi tout ce qui est les small caps, etc. Qui là, il y a beaucoup moins d'investisseurs dessus, il y a beaucoup moins d'analyse financière dessus. L'information, elle est pas en temps réel comme il existe sur les marchés efficients, type les grosses valeurs, des gros indices. Ça tombe bien que tu Donc, parles de ça parce que toi, c'est ton métier. Quelqu'un qui n'a pas toute ton expérience, qui n'a pas, comment il fait pour lui-même analyser les marchés? Est-ce qu'il va aller chercher des infos sur les sites classiques, Wall Street, Boursorama et autres? Comment il fait? aujourd'hui, s'il veut investir en bourse sur des gros marchés efficients, comme je dis le CAC 40, c'est un qui regarde même l'actualité. S'il veut regarder l'actualité, c'est juste pour son info et pour son plaisir. Mais donc Mais pour les small caps, alors comment il fait? Est-ce qu'il va sur les sites pour les small spécifiques? caps, voilà, exactement. Après, sur les small caps, ça c'est une autre chose. Après, il y a des stratégies, il y a de valorisation, il y a des méthodes de valo, tu as des méthodes également par rapport au secteur. Là, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps. Mais après, au final, Donc bah, là, en ton fin de compte, ce que objectif, toi, t'es plus analyste financier, mais là, c'est plus une personne qui apprend à faire de l'analyse fondamentale, qui essaie d'un peu de connaître le marché, les tendances, les trends et tout ça. voilà. Ce que je D'accord. voulais te dire, c'est de l'analyse fondamentale sur, par exemple, une société comme, je sais pas moi, BNP Paribas, c'est inutile de le faire. Pourquoi? Bon, Donc, déjà, c'est complexe, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a énormément d'activités. De deux, c'est sur des marchés extrêmement efficients. Tu vas prendre, je sais pas moi, un ETF qui réplique la performance du secteur bancaire. Ce sera 10 fois mieux que de toi-même analyser et de dire, oh, est-ce que j'achète Société Générale ou est-ce que j'achète BNP? Tu vois ce que je veux dire? oui, C'est tout à fait. totalement inutile. Par contre, sur une small cap, entre, je sais pas moi, bon, même si on a très peu de deux petites banques, là oui, ce sera beaucoup plus impactant. Déjà, ce sera plus facile à analyser parce qu'il y aura moins d'activité qu'une grosse banque qui est cotée sur le CAC 40. Ce sera beaucoup plus facile à analyser. Et après, sur l'analyse fondamentale, après ça s'apprend. Je peux pas. Justement, j'ai sorti mon livre où je dis un peu comment je fais. Et voilà. Mais après, je pourrais en parler des heures, ça, de l'analyse financière et comment valoriser une entreprise small cap. Dans tous les cas, je mettrai des liens vers des articles que j'ai faits ou des vidéos. Et puis, dans tous les cas, je mettrai des liens vers le livre aussi. Mm. Donc, parlons maintenant un peu donc de la fin du livre, un peu tout ce qui est donc investissement sur les marchés peer-to-peer, les cryptos, le métaverse. Bah, en fait, dans mon livre, je pars vraiment de mon parcours, mais je pars surtout du moins risqué au plus risqué. C'est pour ça que tu m'as dit à un moment, oui, tu commences par l'immobilier, l'investisseur moderne. Bon, ça en off, tu me dis, bah, l'immobilier, c'est la base, etc. En fait, Non, c'est que l'immobilier, quand je... techniquement, parce que je te l'ai pas dit, mais bon, t'as compris, c'est que Ouais. quelqu'un pourrait se dire que tu fais l'investissement moderne, mais on sent ta base, on sent que tu comprends et tu donnes l'intérêt à la base, hein, comme un arbre. Hein. La base, c'est l'immobilier, c'est le solide, on va dire. Et c'est qu'on Mm. pourrait croire que tu pars que de ça. Et en fin de compte, bah, tu montres bien que tu es analyste financier, que tu t'y connais et que la bourse aussi, c'est intéressant. Mais que techniquement, j'ai bien compris, il faut avoir du capital et du cash pour aller en bourse. C'est mieux. Voilà, exactement. Mais en fait, j'ai commencé par l'immobilier justement parce que bah, quand t'as pas d'argent, tu es obligé de commencer par un produit qui est fait de levier, utiliser de l'argent que tu n'as pas tout simplement. Mais surtout, c'est quand je dis aussi l'immobilier dans ce première partie du livre, c'est parce que également je parle de division immobilière, je parle de nouvelles façons d'aller chercher du rendement aujourd'hui, ou même via la location court terme. Bon, bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est pour ça que quand je dis également l'investissement moderne, c'est que l'immobilier aujourd'hui a totalement changé, même en termes de loc, en termes de stratégie d'investissement. Aujourd'hui, la division immobilière, il y a, je sais pas moi, il y a 7 8 ans, je connaissais personne qui en faisait. Bah maintenant, il y en a plein que je côtoie qui font de la division immobilière. Ce que je Mm. veux dire, c'est que euh, le marché immobilier change également, l'investissement immobilier aujourd'hui change également. Et j'ai commencé par ça, comme tu le dis, c'est la base solide. C'est beaucoup moins risqué, par exemple, que le métaverse ou le crypto. C'est ça que j'ai commencé du moins risqué au plus risqué dans le livre. Et à la fin, comme tu le dis, je finis par tout ce qui est crypto-monnaie et métaverse. Et voilà, et donc je parle de pourquoi en fait, je parle d'utilité parce que dans mon livre, ce que j'essaie d'expliquer au lecteur, c'est que j'investis uniquement dans des choses où je comprends déjà le produit, mais surtout l'utilité. S'il n'y a pas d'utilité, j'investis pas. L'immobilier, c'est utile parce que voilà, tu loges des gens. La bourse est extrêmement utile parce que sans capitaux, les sociétés ne font rien. La crypto, donc j'explique l'utilité. Après, je dis voilà que c'est extrêmement risqué, que tu dois mettre vraiment une infime partie de ton capital. Et j'explique les opportunités, que ça soit crypto ou métaverse. Même si je suis pas non plus extrêmement fan de la crypto,
Je suis juste, entre guillemets, averti, on va dire, sur ce type d'actif. Donc toi, tu finis donc le chapitre par le métaverse, parce que moi aussi, j'ai un peu cette philosophie, on va dire, parce que je fais aussi beaucoup de bourses, et donc automatiquement, je me suis dit tant qu'à faire investir sur l'avenir, surtout même si, comme tu le dis, des fois tu comprends pas tout. Donc toi, t'es plus analyste, donc toi, tu vas moins. Moi, j'y vais de façon plus risquée. Je me dis bon, je comprends pas tout, mais je sais que c'est l'avenir, j'y vais quand même. Je me dis c'est un coup de poing en fin de compte, voilà. Je mets pas une grosse somme, donc je me dis bon, ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas ton cas. Mais dans le métaverse, pour les gens qui ont du mal à comprendre, comment tu pourras leur expliquer qu'il faudra peut-être mieux regarder, commencer à se renseigner et à commencer à mettre des petites billes dedans, sans trop Ouais, risquer bien sûr. ouais, je vais te répondre à ça, mais juste pour revenir à ce que tu as dit avant, c'est intéressant. C'est que moi, en fait, quand j'investis sur les marchés, j'ai toujours deux risques dans ma tête. J'ai le risque de marché. D'accord? Donc, c'est le risque lié à l'inflation, là, actuellement, par exemple, au taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment le risque macro. Et j'ai le risque spécifique. Ça, c'est le risque vraiment de la société en tant que telle. D'accord? Le risque spécifique, ça, je peux le diversifier. D'accord? Ça, par exemple, on va investir, je sais pas moi, dans le monde bancaire, bah, on investit sur un ETF bancaire. Là, tu vas enlever le risque spécifique à la société, ce qui sera diversifié. Par contre, le risque de marché, ça, tu peux pas le diversifier. Et ce que j'explique dans mon livre aussi avant d'investir en bourse, et c'est pareil pour le métaverse, c'est d'avant d'investir en bourse, déjà, commence à comprendre dans quel cycle macro on est. Un exemple, là aujourd'hui on est en période inflationniste, on est en période de hausse des taux, donc obligatoirement les investisseurs et les gros fonds d'investissement investissent beaucoup plus sur des actifs type obligataires, les obligations, parce qu'il y a énormément de rendement aujourd'hui, ce qui fait baisser les marchés. Tout cet aspect macroéconomique, il est extrêmement important, et moi je pense que c'est même le plus important, on en parle trop rarement avant d'investir en bourse. Et ensuite, le risque spécifique, moi je le prends sur deux sens. Je le prends sur le secteur. Donc là, dans le métaverse, bah, c'est un secteur qui est extrêmement peu développé, on a peu d'historique, on ne sait même pas si ça va marcher. Et en même temps, après, tu as les sociétés derrière, comment ils interviennent dans le métavers. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que moi, en fin de compte, Ouais. dans deux structures que tu as mis, je suis dedans, Roblox et Nvidia. Et je l'ai fait parce que j'avais reçu un article de Fortune. Et en plus, moi, j'aime bien les actions à dividendes. Et en plus, ceux qui ont suivi, Nvidia a chuté il y a 2 semaines, 3 semaines. Bon, moi, mon portefeuille a fait après un coup, mais bon. Et donc, c'était une opportunité. Donc, c'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'en fin de compte, souvent, les gens pensent à des trucs un peu trop techniques, des boîtes qui sont... C'est pour ça que là, Nvidia, tu vois, c'est une bonne question, mais là, Nvidia, il a chuté, c'est même pas lié à Nvidia en tant que tel, c'est beaucoup lié au risque marché. C'est pour ça que le risque marché, il est extrêmement important à comprendre. Là, aujourd'hui, le risque de marché fait qu'Nvidia a pas mal baissé. Il est remonté, et puis dans tous les cas, c'est une opportunité. Donc, moi, ça m'a permis d'en racheter. Et en plus, quand c'est comme ça, quand ça baisse souvent sur le marché, tout le marché global du secteur baisse, tant qu'à faire, j'ai pris tout le reste. Hein. J'avais un peu d'argent, j'ai pris tout ce qui bougeait. Et comme c'est pour l'avenir, c'est pas pour demain, donc voilà, c'est pas gênant. Mais c'est pas que je pose la question, parce que souvent, quand les gens ont du mal à comprendre, parce que c'est ça que si tu rentres à fond dans le métaverse ou dans les NFT, même moi, les NFT, quand même, je suis jeune, il y a des trucs que je capte rien. Mais en allant chercher indirectement des structures qui sont, entre parenthèses classiques, qui sont dans un marché régulier parce qu'ils sont en bourse classique, tu peux te dire, voilà, tu suffit d'aller regarder le site et comprendre un peu mieux. Exactement. Ou soit un truc que tu utilises. Par exemple, moi, j'ai pas acheté Coinbase, j'aurais pu, parce que le Coinbase, je l'utilisais, je l'utilise plus. Tu vois, il y a des actions, voilà, de sociétés que je connais, que j'utilise. Donc, tant qu'à faire, j'utilise le produit. Et si je le connais, je l'utilise, tant qu'à faire, je vais acheter l'action. Voilà, c'est plus cet esprit-là. Pour le métaverse, moi, c'est juste que à la fin du livre, je voulais également montrer le futur de les secteurs entre guillemets. Et le métaverse, c'est vraiment quelque chose qui peut changer le monde aujourd'hui. Et on le voit de toute façon. Après, voilà, là, il y a la hausse des taux. Bon, là, c'est vraiment un gros problème macroéconomique qu'on a sur les marchés. Mais c'est sûr que le métaverse, c'est vraiment un secteur qui a de l'avenir. Mais après, voilà, tu peux y investir via, comme tu dis, Nvidia, par exemple. Mais tu as des sociétés moins risquées qui ont un gros impact sur le métaverse, comme Microsoft par exemple, ou même Facebook, Facebook qui investit des milliards. Bon, même si aujourd'hui ça leur est très judiciaire, mais voilà, après c'était juste pour donner aux lecteurs à la fin des pistes sur le futur, et c'est ce qui va se passer vraiment. Je parle même des 15, 20, 30 prochaines années. Et c'était mon objectif. Et pour revenir sur ce que tu dis, parce qu'on t'en a parlé avant, et puis tu veux encore prendre moins de risques, même si je veux pas confirmer l'information, j'ai vu ça quelque part, mais j'ai pas trop été chercher, et moi j'ai des ETF, mais pas dans ceux-là. Ils ont créé aussi des ETF Web3, je crois qu'il y en a une ou deux qui existent. Donc après, voilà, il est possible d'aller chercher, de regarder ce qu'il y a dedans, bien sûr, quel type de société qu'il y a dedans, mais je crois que dedans il y a Nvidia, il y a Roblox, voilà, donc il y a aussi des ETF. Après, il y a moins de recul malheureusement sur ces ETF, c'est des ETF qui viennent d'être créés.
Donc bon, après, est-ce qu'il faut prendre le risque ou pas, je sais pas. C'est plus sur l'expert. Mais voilà. Donc après, il y a des Bah choses à faire. après, c'est clair que si tu veux prendre moins de risques, c'est clair que prendre un ETF sur le thème, oui, ça peut être une solution. Même si, voilà, après, sur le métavers, c'est quand même un secteur qui aujourd'hui beaucoup plus risqué parce que bah, l'avenir est beaucoup plus incertain que d'autres secteurs. Donc c'est clair qu'il faut pas non plus mettre tout dans ce secteur. Tout à fait. Après, voilà, la diversification, pour moi, c'est extrêmement important et en termes d'actifs, en termes de secteur, c'est la base parce qu'on maîtrise pas tout. Le meilleur, tu peux, moi, je voyais des mecs, même en banque où je travaillais, des traders ou des investisseurs qui investissaient au nom de la banque. Pendant 2 ans, ils avaient fait des bonnes performances, ils se prenaient pour les stars internationales et 2 ans après, ils s'étaient virés parce qu'ils avaient fait, ils divisaient par deux leur portefeuille. Il faut rester humble, s'intéresser aux choses, savoir les risques, comprendre les risques, c'est très important. Toujours comprendre les risques à chaque fois que tu investis, que ce soit dans l'IMO, dans n'importe quel type d'actif, comprendre toujours les risques avant de mettre son argent et à partir de là, après, dès que tu as bien valorisé le risque, et ben mettre la bonne proportion par rapport à toi, ce que tu es capable de supporter comme risque, comme tout. Mais rester humble et voilà, c'est plus important en fait. Rester humble en sachant que le marché est toujours plus fort que toi, entre parenthèses. Même si à un moment tu Le l'as marché, battu. exactement. Voilà. Sauf si tu arrives à analyser des petites sociétés qui sont sous-valorisées, où là, voilà, le particulier peut faire un peu la différence, mais sur les grosses capitalisations, là, tu me parlais de Nvidia, des choses comme ça, c'est des marchés efficients, tu pourras jamais battre le marché. Si demain le métaverse explose, que tu as acheté Nvidia ou d'autres types comment dire, de sociétés qui est beaucoup impactée dans le métaverse, le ETF, il fera aussi bien. Et au final, en cas de baisse, bah, peut-être que tu feras un peu mieux parce que tu seras diversifié. Donc c'est pour ça que sur les gros marchés, mieux vaut prendre des diversifiés vers de l'ETF. Ça, c'est clair et net. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser parce que comme je l'ai dit et comme je l'ai lu, le livre il est assez large, j'ai même pas fini. J'ai dû faire des bons et tu as beaucoup donc d'expérience et de connaissances. Il y a une question, un sujet que tu aurais voulu traiter que j'ai pas pu te poser la question ou traiter. Non, après, voilà, moi, ce que j'essaye de souvent faire passer comme message, c'est de comprendre d'abord ce qui se passe en termes de macro avant d'investir son argent. Dès que tu as compris la macro, je pense que là, tu as 90% du travail qui est fait. Après que tu investisses sur telle ou telle action ou sur tel ou tel ETF, ce sera qu'un détail en fait. Mais voilà, c'est vraiment ça le plus important. Là aujourd'hui, on est en période de hausse des taux. D'ailleurs, je l'avais dit en début d'année où je disais faites attention. Là, il y a beaucoup de comment dire d'investisseurs et surtout les gros fonds qui commencent à enlever leur argent des marchés risqués pour aller sur des marchés non risqués. Aujourd'hui, les obligations américaines ils donnent du 5, 6, 7% avec un risque 2 fois moindre. Eux, ils n'ont pas le temps. Hein. C'est des milliards en jeu. Ils switchent. Et après, nous, en tant que particulier, on se dit, mais merde, comment ça se fait? Les marchés, ils perdent. C'est lié à quoi? La société a fait des bons résultats, je comprends pas. La société dans laquelle j'ai investi, elle a fait une croissance de 10%, mais sa valeur boursière, elle a perdu je sais pas moi, la moitié de sa valeur. Je comprends rien, mais ça n'a rien à voir. C'est juste une question de risque, de macroéconomie, en fait. Et il faut jamais oublier que les actifs sont en concurrence entre eux. L'immobilier en concurrence avec les marchés actions, le marché actions en concurrence avec à un moment avec les cryptos. En fait, ils sont tous concurrents les uns les autres et il y a des arbitrages qui sont faits et c'est pas nous en tant que particuliers qui vont donner le là. Ça va être les Les gros grosses fonds baleines. qui eux vont toujours regarder le couple rendement risque. Basta. C'est ça qui leur importe, le rendement par rapport au risque. Si j'ai le même rendement ailleurs avec moins de risque, je switch. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Bon, ben parfait. Je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Quel est le business ou l'activité dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement? Dont je rêve, c'est Ouais. ça. Bien que moi, mon rêve, c'est de racheter un club de foot, par exemple, un petit club pour essayer de graver des échelons. Ah ouais, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Ah ouais? Ouais, c'était Maxence Rigotier qui j'avais eu il y a deux Ah trois ans ok, qui me parlait de ça. d'accord. Bon, lui, il en est Ok. sûr, donc bon, il faudra que je l'invite pour voir où il en est. Mais bon, on verra. Quelle est pour toi la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? La meilleure expérience que j'ai vécue, c'est je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai actuellement, c'est comment dire les relations que j'ai avec les gens qui ont lu mon livre.
que je rencontre. D'accord. Ça, c'est vraiment c'est un sentiment bizarre, en fait. Ah, je te comprends parce que j'ai aussi écrit un livre, donc c'est vrai que quand on m'envoie un message, on me dit merci, j'ai créé mon podcast ou merci, je connaissais pas ça, j'ai appris ça, ça fait plaisir parce que Ouais, comme tu sais, on gagne pas d'argent avec un livre ou pas c'est grand-chose, on va ça. dire. Mhm. Donc c'est bien d'avoir ces petits merci et puis des gens qui viennent te voir pour ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. Exactement. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je pense que c'est la constance. C'est rester constant dans ce que tu fais. Et c'est ça ta question en termes de levier, c'est plutôt en termes de mentalité ou C'est en ça, ouais. termes Ça de... dépend. Ouais, En général, c'est pour ce qu'on moi, me dit c'est la beaucoup. constance. C'est la constance. Constance. Ouais. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur ou investisseur et pourquoi? Euh, Franchement, je lis très très peu de livres anglais. Enfin, en fait, moi, je suis pas trop fan des livres anglais parce que je trouve qu'ils sont pas adaptés à notre économie. Mhm. Il y en a, ils vont dire père riche, père pauvre, machin. Mais je trouve que c'est pas du tout. Il y a beaucoup de chapitres qui sont pas adaptés à notre économie européenne. Ben, en français, alors si c'est Donc, en français, prends. après, moi, franchement, ce que je conseillerais aux gens, plutôt de lire des livres, c'est de lire plutôt. Tu vois, moi, un exemple, moi, je lis les journaux, par exemple, Les Échos. Tu vois, c'est comment dire, un journal financier, comme le Financial Times en anglais. Mhm. Bah, j'apprends beaucoup plus en lisant quotidiennement de l'actualité économique et financière ou avec des billets plutôt que dans des livres parce que les livres, bah, des fois, ils sont pas adaptés. Déjà, mon livre, par exemple, L'investisseur moderne, j'essaie de le mettre à jour pratiquement tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que des fois, bah, l'économie va vite aujourd'hui et il y a des concepts qui sont bons dans des économies, mais des fois, ils sont moins bons dans d'autres cycles économiques. C'est pour ça D'accord. que, franchement, je conseillerais vraiment aux gens de s'intéresser à l'actualité financière. Et donc tu disais, Mais ouais, du coup, pas en lisant des conneries ou des blogs. Voilà, c'est vraiment des journaux ou voilà qui soient plutôt professionnels et qui ont de l'information sûre bon, et je vais rajouter une voilà. question que je fais jamais parce que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus c'est différent de mes invités. Est-ce que toi t'es inscrit à des lettres? Parce que j'ai vu des fois des lettres d'investisseurs qui sont à 50 ou 100 euros le mois. Est-ce que toi t'as des... Non. Moi, Non? la seule chose, franchement, je te dis la vérité, moi, je suis juste abonné au journal Les Échos en numérique. Mhm. Pourquoi? Comme ça, voilà, je vois à peu près ce qui se passe et je gagne du temps. Mais après, tout ce qui est chaîne YouTube, information économique des sites, à part il y a des sites type Boursorama, voilà, bon après ça répète un peu ce qui se dit dans les journaux principaux. Je regarde pas grand-chose. Franchement, j'ai mon information claire et concise et à partir de là, j'agis et mon cerveau interprète lui-même par rapport à une source de données fiable. Ok, je vois. Après, moi, ce que je conseillerais vraiment aussi à la jeune génération, même à tout le monde finalement, c'est de faire très attention aujourd'hui à tout ce qui se fait sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, des fois, tu sais, quand tu es dans le monde de la finance, quand tu as tu as étudié le monde de la finance et tu commences à être un expert dans la finance et tu regardes des chaînes YouTube d'investisseurs ou quoi, il y a énormément d'informations qui sont totalement faussées, des fois qui sont illogiques. Et il faut vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que c'est bien des fois de suivre on va dire des influenceurs ou quoi, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a énormément d'informations qui sont totalement faussées. Et des fois, ça peut impacter ta façon de penser et te coûter cher. Donc voilà, ça c'est vraiment un message parce que moi j'ai beaucoup de gens sur Insta ou voilà qui ont investi toute leur économie en crypto, qui ont perdu beaucoup d'argent sur des actifs totalement extrêmement risqués. Ils n'étaient pas au courant parce qu'ils ont suivi un tel ou un tel, ou parce qu'ils ont pris voilà des formations qui n'étaient pas du tout liées à leur aversion au risque. Et au final, aujourd'hui, ils en pleurent. Donc, faut faire vraiment extrêmement attention du contenu que tu manges. On a peu de temps dans les journées de journée. Donc déjà, une chose importante, c'est vraiment de cibler son contenu et la source de son contenu. Et à partir du moment que tu l'as bien ciblé, bien la manger, plutôt que de prendre à droite, à gauche, ou surtout d'influenceurs qui n'ont pas de grosse expérience du monde de la finance et macroéconomique, etc. Voilà. Ok. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Euh, En fait, ma compétence je travaille beaucoup, surtout dans mes investissements, c'est l'humilité. J'aimerais bien être à 100% d'humilité
dans ma stratégie d'investissement. Parce que des fois, on s'enflamme vite rapidement. Ouais, surtout quand Et tu gagnes, quand tout est vert, tu penses que ça va toujours rester c'est vert, en ça. fin de compte. Et ça, c'est une qualité que j'aimerais bien améliorer. J'ai pas mal amélioré ces dernières années, mais je suis pas encore au niveau que j'aimerais avoir. Et j'aimerais bien vraiment être beaucoup plus humble dans mes investissements. Bon, bah, parfait. Bah, tu nous en parleras, j'espère, très bientôt. Ouais, Bah, Jérémy, grand avec merci. plaisir. Bah, merci à toi hein, pour l'invitation. Et je te dis à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.